lorsque j'avais donc créé ce parti, j'avais voulu donner un petit retentissement à la création de ce mouvement politique en appelant Madame Marie-France Garot, que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui fut une proche de Georges Pompidou et qui est considérée comme une personnalité qui a une réflexion géopolitique et stratégique intéressante et très eurocritique. Alors je l'ai appelée, je ne la connaissais pas très bien, mais un petit peu, et je lui ai proposé de participer et de bien vouloir prononcer un mot au congrès fondateur. Et à quoi elle m'a dit non, monsieur, je ne viendrai pas à votre congrès. J'ai dit écoutez, je vous en remercie et pourrais-je savoir pourquoi? Et elle m'a dit monsieur, parce que vous n'arriverez à rien. Je lui ai dit je vous remercie de ces encouragements qui me vont droit au cœur, mais pourrais-je savoir pourquoi je n'arriverai à rien? Et elle m'avait dit parce que dans la France contemporaine, on ne peut plus créer de partis politiques depuis la loi sur le financement des partis politiques, les réformes qui ont eu lieu, comme vous le savez, dans les années 90. Il est vrai qu'il y avait eu des scandales nombreux auparavant sur le financement des partis politiques, et donc il avait été décidé, ce qui apparaissait de bonne politique, que désormais un parti politique ne peut plus être financé en France par une entreprise ou par une association. Il y avait eu, vous le savez, les valises de billets qui avaient circulé. On le dit moins, mais je le dis parce que c'est la vérité. Le Front National a été financé par Cosa International, qui est un fonds d'origine américaine lié à la CIA. Et il y avait parmi les membres de l'entourage de M. Le Pen, il y avait M. Pierre Sérac, neveu de François Sérac, qui appartenait à la secte Moon, et dont il était le directeur de Cosa International pour l'Europe. Vous savez aussi que le mouvement de M. Philippe de Villiers avait été lancé par les fonds de Jimmy Goldsmith. Vous savez aussi, bien entendu, que le Parti communiste français était financé par l'Union soviétique. Enfin, tout ceci a été plus ou moins, même plus que moins, interdit à partir des années 90. Alors qu'est-ce qui a été substitué à ça? C'est que désormais un parti politique ne peut être financé que de deux façons. La première façon, ce sont les dons et les adhésions des adhérents et sympathisants, qui sont limités d'ailleurs à 7 500 € par an. C'est la raison pour laquelle, à l'issue de cette conférence, il y a un tronc où vous pourrez glisser, non pas un lingot d'or, puisque ça ferait plus que 7 500 €, mais vous pourrez glisser quelques pièces d'or. Sans rire, l'autre système de financement, c'est le financement public de la vie politique. Alors c'est un grand mystère, parce que personne n'en parle jamais, mais qui est un point très très important, parce que qui est-ce qui a fixé les règles de financement de la vie politique? C'est, comme vous l'imaginez, c'est l'UMP et le Parti socialiste. Et oh surprise, le système de financement est ainsi conçu que les plus grands bénéficiaires des fonds publics, c'est l'UMP et le Parti socialiste. Parce que le système qui a été choisi, qui est objectif, consiste à ce qu'il y a une enveloppe de l'ordre de 75 millions d'euros qui provient des impôts payés par les Français, qui sert à financer les partis, et cette enveloppe est répartie, sans entrer dans trop de détails, en gros, on peut dire, au prorata du nombre de députés dont disposent les partis politiques. Voilà. Alors évidemment, quand vous créez un parti politique, vous n'avez pas de députés. Donc vous avez 0 €. Alors que lorsque vous êtes un parti politique installé, vous avez déjà des députés, donc vous touchez plein d'argent. Alors pour que vous ayez une idée à peu près de ce qui se passe, il faut savoir qu'en 2009, au moment des élections européennes, il y a eu 61% d'abstention, et l'UMP et le Parti socialiste, à eux deux, ont représenté 17% des électeurs inscrits. C'est-à-dire, d'ailleurs, en gros, quelque chose comme 14% des Français de plus de 18 ans, puisqu'il y a 15% des Français qui ne sont pas inscrits, et qui payent pourtant des impôts. Donc l'UMP et le Parti socialiste ont représenté 14% des Français de plus de 18 ans, des citoyens français, et 17% des électeurs inscrits.
en 2009, l'UMP et le Parti socialiste ont engrangé 54 millions d'euros sur l'enveloppe de 75, c'est-à-dire 75% de l'enveloppe qui est consacrée par l'État au financement de la vie politique. Donc vous voyez un petit peu le schéma le racket, en réalité, c'est que deux partis, l'UMP et le Parti socialiste, qui représentent 17% des électeurs inscrits, ont récupéré quand même 75% de la manne. À mon avis, comme il y avait 61% d'abstention, il y a eu 61% à mon avis de cette enveloppe qui aurait dû repartir à l'État, puisque ça veut dire que 61% des Français ne trouvaient pas dans l'offre politique qui leur était faite celui qu'ils auraient voulu, pour qui ils auraient voulu voter. Voilà. Alors, tout ceci explique que nous avons ce système d'une vie politique où certains partis ont énormément d'argent, qui sont d'ailleurs devenus des partis de fonctionnaires. L'UMP et le Parti socialiste sont des partis fonctionnalisés. Je sais, ils sont payés par l'État. L'UMP reçoit donc chaque année à peu près 30 millions d'euros en début d'année. L'adhésion à notre mouvement est de 30 euros. Ça veut donc dire que pour que nous ayons le même moyen financier que l'UMP, il nous faudrait avoir, le 1er janvier, 1 million d'adhérents qui nous payent 30 euros. L'UMP, je signale, doit avoir actuellement quelque chose comme 80 000 adhérents. Ça veut donc dire que l'État donne à l'UMP 30 millions d'euros, c'est-à-dire reconnaît d'une certaine façon 1 million d'adhérents fictifs à l'UMP. Le Parti socialiste a 24 millions d'euros, ça fait à peu près l'équivalent de 800 000 adhérents. À 30 euros, en réalité, ils en ont 60 000. Il y a un rapport de 1 à 12. Donc à ceci, il faut ajouter le fait que certains partis politiques peuvent être, c'est un petit peu comme ce qu'on appelait les apparentements sous la 4ème République, certains partis politiques peuvent bénéficier des largesses de l'UMP et du Parti socialiste. C'est le cas de tel ou tel parti qui est un parti associé. Et donc l'UMP consent, ou le Parti socialiste consent des fonds. Vous avez aussi un système qui est que, pour entrer un peu dans le détail, cette enveloppe qui est donnée aux partis dépend pour une part des députés et des sénateurs, c'est-à-dire que chaque parlementaire a un allotement fictif de 45 000 euros, en gros, qu'il donne au parti de son choix. Donc c'est par ce système que l'on a, par exemple, des députés de l'UMP qui donnent de l'argent, par exemple, au MPF de M. De Villiers ou au RPF de M. Pasqua pour éponger les factures. Alors évidemment, vous comprenez bien à quel point ces partis ne sont des partis d'opposition que d'opérette. Au risque de fâcher certaines personnes dans cette salle, je signalerai que le DLR de M. Dupont-Aignan bénéficie de 3 allotements, de M. Dupont-Aignan lui-même, d'un autre député et d'un sénateur, qui sont tous en non inscrits, mais qui se sont tous fait élire en 2007 notamment, comme député UMP ou crypto-UMP, puisque M. Dupont-Aignan, s'il est député, c'est parce qu'il était dans la 8e circonscription de l'Essonne, il avait négocié avec M. Hortefeux la non-présence d'un candidat de l'UMP contre lui, moyennant quoi il avait appelé à voter pour M. Sarkozy, ce que M. Dupont-Aignan refera d'ailleurs dans quelques semaines. Donc, bien entendu, tout ceci se passe, ça veut dire que le DLR reçoit 130 000 euros par an en début d'année. C'est petit par rapport à l'UMP, mais c'est beaucoup par rapport à nous. Parce que quand vous créez un mouvement politique à partir de rien, vous n'avez rien. Vous avez 0. Et si vous avez 100 adhérents, c'est déjà pas si mal, à 30 euros, ça fait 3 000 euros. Voilà la réalité de la situation. Mais au final, bien géré dans le timing. On était une petite centaine. Et comme les adhérents de l'UPR, quand on reviendra dans le Nord ou dans le Pas-de-Calais prochainement, peut-être 200, peut-être 300. Et je pense que le message va se faire entendre de plus en plus. Est-ce que le petit Camille rentre à
l'UPR? Eh ben écoute, j'ai pris un programme pour le faire dédicacer par François Asselineau, parce que je veux garder un petit souvenir, c'est le petit côté fétichiste. Et en fait, j'avais pensé à le faire dédicacer